Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Charlie Kirk, militant activiste politique conservateur américain de 31 ans, a été assassiné, rien de moins, hier par balle lors d'un débat public sur un campus universitaire dans l'État du Utah aux États-Unis. Si on ne peut affirmer quelles étaient les motivations du tireur à ce point, cet assassinat prend tout de même place dans une lignée d'événements d'une violence inouïe aux États-Unis. On peut penser aux 2 tentatives d'assassinat envers le président Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle, l'une d'elles, rappelons-le, ayant passé à quelques centimètres de réussir. Mais ce n'est pas les seuls événements qui y sont liés. Une série de tueries, émeutes, tentatives d'assassinat motivées politiquement à gauche comme à droite ont pris place avant les événements d'hier. Est-ce une simple question de contrôle d'armes à feu, constance dans l'histoire américaine, ou bien le climat sociopolitique se détériore-t-il au point où on peut parler de période propice au retour de la violence politique dans la cité? Pour en parler, nous recevons Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média, c'est libre-media.com et essayiste. Son dernier ouvrage, co-rédigé avec Claude Simard, est intitulé « 12 propositions pour un Québec vivant », publié chez Libère. M. Blanchet-Gravel, bonjour. Bonjour, M. Labrec. On ne connaît pas encore l'identité ou les motivations du tireur. On aurait cependant, et là ça reste des rapports publiés par le Wall Street Journal pour l'instant, trouvé des munitions sur lesquelles des messages pro-transgenres et supposés, entre guillemets, antifascistes auraient été trouvés, là, mais ça reste pour l'instant des choses qui ne sont pas nécessairement confirmées par les autorités. Donc, globalement, on ne connaît pas non seulement l'identité, mais les motivations non plus du tireur. Cela dit, à chaud, là, comme ça, qu'est-ce que vous inspire la nouvelle de cet assassinat de Charlie Kirk? Ben écoutez, je pense que ce qu'on appelle la bataille culturelle a pris une autre dimension aux États-Unis. Donc, on parle souvent de polarisation. C'est devenu un peu cliché, mais c'est quand même un peu vrai. Donc, est-ce qu'on peut parler d'atmosphère de guerre civile? Peut-être pas à ce point-là. Donc, évidemment, personnellement, je suis choqué. On s'imagine que, c'est-à-dire, plus personne n'est vraiment à l'abri, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, mais ce sont en fait des militants, des partisans, parfois même des chroniqueurs, des journalistes. La peur s'installe. J'ai ressenti la première, ou le premier sentiment que j'ai ressenti. Mais on pense à d'autres figures, c'est-à-dire... le Québec se croit à l'abri de la violence politique, mais il ne l'est pas tout à fait. On a vu quand même l'attentat contre Pauline Marois, je pense que c'était au Metropolis à Montréal. Il y a quand même des précédents. On n'est pas aussi pacifique qu'on le croirait. Donc, au Québec, il y a le réflexe un peu de ce complexe de supériorité morale, qui est un peu un complexe d'infériorité, finalement, face aux Américains. Donc, nous, on n'aime pas les armes à feu, on est à l'abri de ça. Mais oui, climat de peur, c'est-à-dire qu'on imagine que des figures connues, j'ai pensé par exemple à mon ami Agustin Laje, qui est très extrêmement connu en Amérique latine, qui a fait l'objet déjà c'est-à-dire a déjà été pris à partie par des féministes radicales lors de manifestations. Il y a des figures très connues, et peut-être moins connues, qui doivent se poser des questions, c'est-à-dire pour leur sécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas virer parano, c'est pas ça l'idée du tout. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais on est dans un monde où défendre des positions à droite, peut-être à gauche aussi, dans le sens où, évidemment, l'inverse reste possible. Mais là, depuis, évidemment, les 2 tentatives d'assassinat vers Donald Trump, on sent que le wokisme est lui aussi traversé par une radicalisation. Le wokisme s'est radicalisé. Il y a un climat, évidemment, médiatique qui, sans dire qu'il justifie ces actes-là, qui nourrit. Encore là, moi, je me méfie quand même de ces accusations-là moi-même, parce que on a longtemps accusé, par exemple, la droite de Québec d'avoir nourri l'islamophobie, etc., les radios de Québec en particulier. Donc, moi, je pense qu'il faut faire quand même attention, mais au-delà des médias, il y a quand même dans le wokisme une tentation très manichéenne, c'est-à-dire c'est très, très manichéen. Il y a les oppresseurs, il y a les opprimés, il y a les Blancs, il y a les autres, il y a les minorités, il y a la majorité oppressante. Donc, c'est quand même très, très manichéen. Et on voit que
ça peut donner quand même des munitions au sens littéral là, à des gens qui croient faire le bien. Ben, ce qui fait peur ici, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'adversaires, mais que des ennemis. Vous avez parlé de techniques manichéennes de la part de la gauche, ou d'une certaine gauche en tout cas. Mais on en vient à croire que le débat, là, que je crois une certaine droite pensait naïvement, pouvait tenir objectivement dans l'espace public, comme si le camp adverse, ici un simple adversaire, allait respecter, qu'on pouvait se respecter dans nos désaccords. Et là, on se rend compte de plus en plus qu'il n'y a plus vraiment d'adversaires. Et là, il y a surtout des ennemis, qu'on se désigne ennemis ou non. Si l'autre camp nous désigne comme ennemi, on l'est, qu'on le veuille ou non. Et là, la violence s'invite avec cette dénomination d'ennemi. Parce qu'un ennemi, on ne fait pas affaire avec, on l'abat, là, justement. Et les tentatives d'assassinat envers Trump ne sont que des exemples, j'allais dire avant-coureurs, mais il y avait eu d'autres exemples avant ça. Soyons francs, il y a quand même eu des attentats ou des assassinats ou des tentatives d'assassinat venant de certains à droite, là, à l'extrême droite aussi. Ce qui fait dire que le phénomène se passe des deux côtés, mais est-ce qu'on est peut-être plus complaisant envers ce phénomène à gauche qu'à droite? Je pense que oui, puis toute la panoplie de centres de prévention de la radicalisation, les recherches universitaires, bon, il y a eu évidemment la question de l'islamisme, là. C'est comme ça qu'on a, je pense, le premier centre de prévention de radicalisation est né au Québec, mais on voit qu'à l'université, on s'est beaucoup penché, même les services de renseignement ont beaucoup porté leur attention sur les groupes à droite et d'extrême droite, alors que, oui, sans doute, il en existe. Au Québec, c'est beaucoup plus des groupuscules, là, évidemment, qu'aux États-Unis. Mais on voit que la recherche s'est vraiment focalisée sur ce qu'on a appelé l'extrême droite depuis longtemps, alors que le phénomène existe maintenant très évidemment des deux côtés. Donc le discours qui est né un peu de cette recherche, comme je dis, dans le monde universitaire, mais également dans le renseignement, cette obsession de l'extrême droite a détourné notre regard de phénomènes de radicalisation prévisibles à gauche, à l'extrême gauche. Bon, sans dire extrême, là, disons de gauche et droite, parce que sans tomber justement dans le jeu, dans ce jeu un peu réducteur. C'est ça, le jeu des étiquettes. Donc, il y a tout ce discours pseudo-savant qui a effectivement, qui fait en sorte que le phénomène de la violence d'extrême gauche apparaît plus banalisé. Et actuellement, honnêtement, c'est une faillite là, dans les médias traditionnels, en France comme ici. Honnêtement, écoutez, le ton moqueur et carrément des agences de presse qui s'emploient, pas dire à justifier, mais c'est-à-dire... À minimiser. À minimiser, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rappelle que M. Kirk était lui-même pour les armes à feu, etc., alors qu'évidemment... Être pour le port des armes, ce n'est pas être pour le meurtre avec des armes. Très évidemment, là, même si la pratique est problématique dans le sens où les armes à feu, c'est un problème aux États-Unis, au Mexique, etc. Là. Mais c'est comme c'est toujours la rhétorique, c'est de dire ils l'ont cherché, c'est eux-mêmes qui sont prisonniers du cycle de violence qu'ils ont eux-mêmes alimenté, alors que forcément, ces logiques de guerre civile se jouent à deux. Ça prend évidemment deux camps pour nourrir la polarisation. Donc, il y a un examen de conscience qui n'est pas fait. Honnêtement, ça devient assez gênant. Là, ce qu'on a entendu là, est très, très gênant. Là. C'est-à-dire, et on voit dans le non-verbal, les intervenants. Oui, dans les médias en particulier. Et je pense en ligne aussi, dans les médias sociaux, là, la réaction d'individus qui ne sont pas nécessairement associés à des médias, gênante n'est pas le mot, là, je dirais honteuse. J'ai envie de dire, il y a plusieurs milliers de personnes, je vais les appeler militants de gauche ou du moins idéologisés à gauche, qui se réjouissent ouvertement de la mort de Kirk. Ça aussi, d'une certaine façon, tu regardes ça, même si tu n'es pas impliqué politiquement, ça ne peut que laisser un froid, je veux dire, c'est un euphémisme ici, mais ça doit terroriser certaines personnes qu'on se réjouisse à tel point de la mort, rappelons-le, quand même un père de famille, 2 enfants mariés, 31 ans, puis c'est quelqu'un qui ne faisait que débattre. Là. Encore, je comprends là, que certains n'aiment pas le genre de discours conservateur, pro-chrétien qu'il pouvait avoir, là, mais de se réjouir à ce point publiquement et de se moquer de sa mort, je veux dire, il y a quelque chose d'atroce là-dedans qui reflète mal sur la société. Hein. Oh, il y a des signes de radicalisation idéologique très, très clairs là, qui
qui ressortent de ces interventions d'individus, des fois de personnalités médiatiques. Mais il y en a déjà qui ont été renvoyés. Monsieur Dowd, je crois, à MSNBC, là, un journaliste qui a dit quelque chose, j'ai pas les propos devant moi, mais il a été renvoyé dans les heures qui ont suivi ses propos, disons, déplacés envers Kirkland. Il reste des gens quand même responsables. On a vu des députés comme Mme Ocasio-Cortez aux États-Unis. Il y a quand même des gens de gauche qui ont eu des paroles responsables pour ne pas nourrir ce climat de polarisation. Je sais que les gens, aujourd'hui, contestent un peu le concept de polarisation qui tend un peu à renvoyer qui renvoie dos à dos, finalement. C'est droite et gauche. Mm-hmm. L'idée ici, c'est pas exactement celle-là, mais il faut admettre que polarisation est quand même juste là, dans le contexte américain. Ça fait penser aussi un peu au Brésil. Les deux grandes sociétés, en fait, des Amériques sont traversées par des tensions extrêmement fortes. C'est quand même assez préoccupant. Et écoute, on va voir la suite. Là, on parle de réaction, de réponse. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de... pas de vengeance... mais disons... ce ne serait pas impossible. C'est un risque. Là. C'est un risque. Mais de la part de l'administration américaine, c'est-à-dire Donald Trump, c'est quelqu'un qui appréciait apparemment Charlie Kirk. Il était très proche, oui. Est-ce qu'il va être tenté de mettre la pression un peu plus, pas dire sur les universités, parce que l'université, le campus n'est pas responsable? Il a fait une déclaration hier. Il a déclaré que le gouvernement allait prendre toutes les mesures possibles envers les associations de gauche trop extrêmes, et notamment les ONG. Et ça... les ONG idéologisées à gauche qui, à mon avis, l'avis de plusieurs, hystérisent la société en permanence et il les a nommés. Là, c'est très rare, à mon avis, du moins, c'est jamais... C'est la première fois là, qu'un président s'attaque directement à des ONG en disant « vous minez la cohésion sociale », c'est pas rien. Hein. Non, c'est ça. Puis c'est un ménage, entre guillemets, qui est fait ailleurs à droite. On l'a vu en Équateur, on a vu au Salvador, les ONG commencent, effectivement, à être pointées du doigt par des gouvernements de droite, parce qu'elles sont très idéologiques, bien souvent, malheureusement. Donc, écoutez, je pense que c'est quand même le résultat de 20-30 ans où on a présenté aussi la droite comme, en général, comme, évidemment, mais c'est tout le discours antifasciste qui, à mon avis, mène aux extrêmes. Parce que quand on fascise l'adversaire, ce qui est devenu l'ennemi, comme je disais tantôt, disons, on ne discute pas avec un fasciste. Et donc, quand on crée cette atmosphère fascisante, entre guillemets, parce qu'on croit que toute personne qui s'oppose à nos opinions est un fasciste, mais on légitimise indirectement un peu la violence, là, non? Ben oui, certainement. C'est-à-dire, encore là, c'est très machiavélique. Et l'homme blanc, il faut dire, on était venu à symboliser à gauche tous les maux, là, c'est-à-dire non seulement sur le plan des relations hommes-femmes et environnementaux, c'est-à-dire le blanc était l'homme blanc est devenu le destructeur de la planète. On sait, c'est l'anthropocentrisme judéo-chrétien. Donc tout ça, fait partie de l'ambiance aussi universitaire qui a emmené cette gauche à penser que, que l'homme blanc en particulier était problématique à l'échelle de la Terre. C'est quand même ça. Sur le plan environnemental, c'est ce qui s'est produit. Là. On a accusé la civilisation occidentale, évidemment, à l'origine de l'industrialisation. Donc, ça va plus loin que les questions même de race, là. C'est-à-dire l'homme blanc était non seulement le symbole du racisme, mais de la destruction de la planète. C'est quand même ça qui est arrivé là, avec les études sur l'environnement. Là, quand on a essayé de retracer les origines de la crise environnementale, évidemment, on a pointé tout de suite l'Occident, là, évidemment développementaliste, progressiste au sens d'un progrès technologique. Donc, il va falloir en finir avec cette perception aussi biaisée, idéologique, mais ça va être très difficile parce que c'est très, très ancré dans l'imaginaire, dans le cinéma, à l'université, sur Netflix. Donc, toute une panoplie, évidemment, de productions culturelles qui victimisent les pseudo-victimes. On fait pas de nuances, on enferme les gens dans des cases. Vous êtes opprimés, vous êtes oppresseurs, point à la ligne. Le métissage, ça n'existe plus. Vous êtes blanc ou noir. C'est un jeu de domino, finalement. Là. On revient à la guerre culturelle que vous avez mentionnée un peu plus tôt, en gros. Là, c'est ce que vous venez de décrire. Oui, c'est ça. Donc, aux États-Unis, c'est sérieux.
Au Québec, c'est pas un terme qu'on utilise d'ailleurs en français, ça apparaît rarement. En espagnol, ce serait fort, vous savez, la batalla culturelle. Il y a des gens qui sont prêts à l'amener à droite aussi. Hein, je vous le dis, là, à droite et à gauche, il va falloir être responsable, essayer de se mettre au-dessus de ça sans tendre l'autre joue là, systématiquement. Mais il y a des gens à droite qui sont prêts à l'amener à cette bataille-là, je vous le dis. Là. C'est-à-dire, dans le monde hispanophone, ça va y aller. Là. Et il y a des... à droite et à gauche. On ne l'entend pas au Québec à cause que le consensus québécois nous fait croire que tout est réglé au Québec et donc que ça ne nous affecte pas. Mais justement, ça mène à la question du Québec. Y a-t-il un risque que ce genre d'affrontement violent, idéologique et politique émerge dans le sens où, bon, vous avez mentionné Pauline Marois en 2012, qui, à mon avis, prenait place dans une espèce d'atmosphère médiatiquement encouragée, là, qui menait à une espèce d'hystérie collective. Là. On parlait déjà de PQ fasciste, puis la loi sur la laïcité, on n'appelait pas ça la loi sur la laïcité, là, mais c'était la Charte des valeurs. La Charte des valeurs, là, c'était du nazisme, et donc on avait hystérisé le débat, et à mon avis, ça avait joué. Après, le M. Bain, je crois, là, qui avait commis l'attentat, là, il avait tenu des propos un peu, disons... L'angryphone. Oui, l'angryphone, mais c'était pas tout à fait cohérent ce qu'il disait, là, mais en général, c'est un peu comme ça, donc... Il y avait cette espèce d'atmosphère créée, mais on a tout balayé sous le tapis assez rapidement. On a quasiment oublié collectivement que ça s'était passé. Et là, on croit encore aujourd'hui que le Québec et le Canada, à la limite, est protégé de ça. On se rappelle par contre que dernièrement, PSPP, Paul Saint-Pierre-Plamondon du Parti québécois, avait été menacé sérieusement au point que sa sécurité par la SQ avait été renforcée. Donc, y a-t-il un risque que, finalement, ce genre de violence se propage au Québec, politiquement et idéologiquement parlant? Bien, c'est possible. Ce genre d'événement est tout à fait possible au Québec. Après, est-ce qu'on va subir une sorte d'effet de contagion idéologique parce que le Québec va continuer à se croire, du moins médiatiquement et institutionnellement, c'est-à-dire à l'abri de ces phénomènes-là? Puis moi, j'étendrais ça à l'Amérique. Hein. C'est-à-dire, récemment, il y a comme un sénateur aussi en Colombie, Miguel Uribe, qui a été quand même visé assassiné. Et qui a été assassiné, effectivement, par... bon, c'est plus compliqué, là, en Amérique latine, parce que tous un peu les jeux du crime organisé, là. Mais c'est quand même le même phénomène, quand même un peu de polarisation. Donc, au Québec, on vit sur le continent américain, là. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pas... le Québec se pense en îlot isolé du reste du continent et ne l'est pas. Donc, enfin, mais vous comprenez, on va continuer, par contre, à évoluer dans un univers médiatique parallèle et vraiment aller du côté des médias traditionnels, ça ne s'améliore pas. Là. Il y a non seulement il y a des biais, mais il y a une incompréhension profonde même de ce qui se passe. Là. On parle surtout du contrôle des armes à feu au Québec en ce qui a trait à la tuerie d'hier ou l'assassinat. C'est complètement détourné. Là. Ouais, c'est pas, l'enjeu n'est pas là. En Colombie, l'enjeu n'était pas là. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un politicien assassiné en Amérique ou dans le monde, l'enjeu n'est pas nécessairement l'arme à feu comme telle. C'est juste... l'enjeu, c'est un camp qui vise l'autre avec la violence politique. C'est la violence politique, là, au-delà de la circulation des armes à feu. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y en a trop en circulation aux États-Unis. Je pense que c'est 300 millions. Là. C'est sûr, ça fait pas mal de guns au pied carré. Là. Donc, il y a peut-être une facilité, forcément, mais encore une fois, là, on parle peut-être même d'un tireur relativement éloigné, une arme qui n'est pas nécessairement non plus légale, tout à fait. Là. Donc, même si on joue ce jeu-là, on peut trouver toutes sortes de nuances. Donc, mais pour vous répondre, M. Labrec, je pense que oui, c'est tout à fait possible. Et il y a même j'ai des gens qui... même moi qui m'ont dit hier, en fait, une confidence, faites attention à vous, là, c'est-à-dire toutes les figures médiatiques de droite ou de gauche sont peut-être potentiellement des cibles. Moi, je ne vivrai pas avec cette peur-là, là, vous comprenez. Mais rappelons-vous, puis on peut élargir. Là, en France, il y a eu Charlie Hebdo. Les médias sont quand même... c'est pas une blague. C'est pas une blague. Là. Mais les Québécois sont naïfs. C'est-à-dire, en France, vous allez dans un média, il y a de la sécurité en bas. Là. Vous ne rentrez pas comme ça, des petits et grands médias. Là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas juste ouvrir la porte. Là. Pour toutes ces raisons-là. Donc, le Québec, dans toute sa naïveté, hein, c'est tellement candide qu'il pense que ces événements-là ne l'atteindront jamais. Évidemment, c'est complètement illusoire. Là. Tout à fait. On nous reste moins de 2 minutes. Une des choses qui m'a frappé, c'est que Kirk avait réussi à mener le mouvement conservateur américain envers les jeunes. Un succès incroyable. Même que Trump Jr., Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump, le président, avait attribué la victoire de 2016 à Kirk et sa popularité chez les jeunes. Comment dire?
Est-ce que c'était politiquement motivé, ou du moins, est-ce que c'était politiquement motivé dans le sens où c'est la première fois depuis très longtemps que le mouvement conservateur était capable de toucher les jeunes, et donc c'est pas juste quelqu'un, un désaccès, entre guillemets. Il y a quelque chose de plus concret politiquement derrière ça, potentiellement, on spécule ici, là, en moins d'une minute. Je sais pas. Chose certaine, peut-être qu'on a visé Kirk aussi. Bon, on va voir les motivations réelles du tueur, mais justement, cette relève, c'est peut-être qui fait peur. C'est-à-dire, on s'attaque à la jeunesse. Là. C'est-à-dire, on sent que si les jeunes virent conservateurs, c'est dangereux pour la gauche. Donc, il y a une volonté peut-être inconsciente ici de s'attaquer aux racines et à la relève et à la régénérescence, finalement, de ce conservatisme américain. Tout à fait. Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média, c'est libre-media.com et essayiste. Son dernier ouvrage, co-rédigé avec Claude Simard, intitulé 12 propositions pour un Québec vivant, publié chez Libère. Un grand merci. Un plaisir, comme d'habitude. Restez avec nous après la pause. Nous discuterons de l'histoire du Guatemala avec le reporter et essayiste Alexis Brunet.